moi j'ai failli rentrer dans une secte, c'est quelque chose de très sectaire, très extrême. Bah, raconte-nous. Il y a des choses à te raconter. Bah tu m'étonnes, attends, là tu ouf. On dit souvent que la philo c'est penser par soi-même. Moi je pense que c'est surtout penser contre soi-même. Surtout ne pas se faire confiance. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Food Thérapie. Et comme d'habitude, on a des invités exceptionnels. Mais là, on a un invité encore plus exceptionnel parce que carrément, il pourrait avoir un peu une rue à son nom. Ah ok, comme toi. Ouais, comme moi, mais en version un peu plus stylée. Parce qu'on reçoit aujourd'hui Christopher Laquiez, qui est écrivain, conférencier, philosophe. Et tu as surtout réussi quelque chose de fort, qui est de rendre la philosophie intéressante sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas chose facile. Eh ben, on va en parler évidemment. On va en parler, ouais. Autour d'un bon beef and guacamole burger qui est en édition limitée dans tous les chefs de France. Est-ce que tu as hâte de manger, Chris ? À fond. Bah magnifique. Peut-être une phrase philosophique en lien avec la nourriture et les burgers ? Je crois que j'en ai pas là. Ok, c'est pas grave, allons-y. Alors Chris, pourquoi le choix du guacamole quand on t'a demandé qu'est-ce que tu voulais dans un burger ? Déjà, j'aime le guacamole. Ok. Voilà. Ah, c'est important. Ça, c'est déjà une bonne réponse. Et la deuxième chose, c'est que le guacamole, si je me trompe pas, je suis pas un spécialiste, vient d'Amérique latine. Ou alors peut-être d'Espagne, je sais pas. À me confirmer en Et vu que j'écris beaucoup sur l'Amérique latine, je me suis dit ça ferait une petite touche de mon identité dans ce burger. Ok. Pourquoi l'Amérique latine ? Je suis profondément passionné de la culture sud-américaine, de tout ce qu'ils ont vécu politiquement, de la manière dans laquelle les gens ont de vivre en fait en Amérique. Moi, j'ai vécu longtemps en Amérique latine et les gens ont un rapport au monde, à l'existence, à la vie en général qui est très particulier et très sensoriel et sensitif. Et t'as un exemple à la différence d'un Français ? Ouais, par exemple, tout peut devenir une histoire. Moi, j'ai rencontré un jour un homme, je vivais sur un village de pêcheurs, et j'ai rencontré un homme qui s'appelle Chicharrón, qu'on appelait Chicharrón, ça signifie pot de cochon, en fait, en réalité, c'est un plat. On faisait du bateau et on faisait de la pêche à la main parce qu'il fallait qu'on pêche nos propres poissons pour pouvoir se nourrir. Ouais. Et il s'avère qu'il y a des poissons qui s'appellent les botétés. C'est des poissons qui, lorsqu'ils sortent de l'eau, se gonflent comme ça d'un coup, et eux, on ne peut pas les manger. Okay. Et lui, ce qu'il faisait de ce genre de choses, où nous, tu vois, on a ce poisson-là, on le jetterait à la mer, on faisait rien. Bah lui, il avait pris une branche, il l'avait rentré dans le derrière, il faisait du foot avec. Ils ont fait du foot pendant une demi-heure. Et qu'est-ce que tu réponds quand, genre, en soirée, on te demande ah oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'écris. Okay. J'écris, ouais. Ce que je dis, c'est que j'écris des bouquins. Des essais de philo, j'ai écrit 3 essais de philo et j'ai écrit de la littérature, je sors mon premier roman cette année. J'écris des posts sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas mal de monde sur les réseaux sociaux et j'écris aussi des éditos pour des magazines français. Je fais tout ce qui touche à l'écriture. Jusqu'à conférencier aussi. Voilà, mais les conférences, c'est en rapport plutôt avec l'écriture. En réalité, j'écris pas forcément mes conférences, mais je parle de certains sujets comme justement la littérature sud-américaine, comment ramener les jeunes vers la lecture, par exemple. Et comment on les ramène d'ailleurs, les jeunes vers la lecture ? Je pense qu'on n'a pas assez d'1 heure pour pouvoir... Ah ouais ? Ouais, bien sûr. C'est pas une réponse, genre une phrase ? On ramène les jeunes vers la lecture, peut-être en partant d'eux et non pas de la lecture. Les jeunes s'intéressent beaucoup au manga, par exemple. On a vu le manga de Inextag qui a absolument cartonné et il y a un grand intérêt par rapport à ça. Au lieu de faire une hiérarchisation de la culture en disant que il y a des mangas et puis au-dessus il va y avoir la vraie littérature de Proust, de Balzac et compagnie, peut-être d'éviter de hiérarchiser les choses et de partir du jeune pour l'amener vers quelque chose d'autre. Par exemple, si je m'intéresse à un jeune et que je lui dis qu'est-ce que t'aimes chez Naruto ? Quelqu'un qui aime Naruto, One Piece, qu'est-ce que t'aimes chez cette personne-là ? Qu'est-ce qui fait que ce personnage est étrange et que t'arrives à t'attacher à lui ? Peut-être que je peux l'associer à un personnage d'une œuvre littéraire et lui dire tiens, si t'aimes une personne qui emprunt de culpabilité, qui a un peu du mal à vivre dans ce monde, il y a des choses qui se passent en lui, peut-être t'intéresser au Crime et Châtiment de Dostoïevski, parce que peut-être que tu peux avoir des choses à l'intérieur. Gavroche aussi. Voilà, exactement. Donc en fait, je pense qu'il vaut mieux partir de lui et l'amener à l'œuvre que partir de l'œuvre et aller à lui. Ok. Et à ton avis, pourquoi c'est intéressant de lire ? Quelqu'un qui ne lit pas, par exemple, qui nous écoute, qui ne lit pas. Quelqu'un qui ne lit pas, il passe à côté de beaucoup de vies, en fait. Lorsqu'on lit, on vit 1000 vies, en réalité. Parce que la lecture, c'est un acte de résistance. C'est-à-dire que dans un monde où tout va vite, lire ne peut pas se vivre
avec la rapidité d'un post Instagram ou d'un truc TikTok, c'est pas possible. Et ce qui fait que justement, la lecture, elle permet et la possibilité de s'évader à travers une forme de rébellion, donc de lenteur dans ce monde, tu vois, et aussi de pouvoir acquérir de la connaissance. Moi, je pense intimement que la connaissance est synonyme de liberté. Et que pouvoir acquérir de la connaissance sur, tiens, je vais rentrer dans la vie d'un homme qui a vécu, je sais pas moi, une dictature en Argentine, une dictature en Argentine entre, je sais pas moi, 76 et 83. Tu vois, je vais m'intéresser à tout ça, ce qui fait que ça me permet de pouvoir et entretenir une mémoire, et pouvoir me renseigner sur le monde, pouvoir vivre des choses que je ne vivrai jamais dans ma vie, et pouvoir aussi développer une certaine forme d'empathie, de mieux comprendre le monde extérieur, d'avoir une autre analyse du monde. C'est vraiment une grande ouverture, je trouve. Ça a un peu changé ta vie, la lecture? Ouais, complètement. Moi, ça a un peu sauvé ma vie, quoi, la lecture. Ouais, bien sûr. J'ai fait une grosse dépression à l'âge de 20 ans, entre 19 et 20 ans. Et j'étais tombé sur un livre à ce moment-là. Vraiment, grosse dépression, état clinique et tout, genre. Ah ouais? Ouais. Et à ce moment-là, j'étais tombé sur un livre qui s'appelait Les Pensées poèmes de Marc Aurèle. Ouais. Qui est aujourd'hui beaucoup plus connu, mais à l'époque... Stoïque. Ouais, stoïcien. Et en fait, ça m'a permis de pouvoir reprendre ma vie en main parce que je me disais, OK, un empereur qui fait partie des 5 grands empereurs français, qui a connu les plus grandes guerres, qui a évidemment massacré les gens parce que voilà, à l'époque, c'était comme ça. Et qui a réussi en fait à adopter une philosophie qui était évidemment stoïcienne, mais qui a réussi à être le plus juste possible. Ouais. Et donc, que ce soit et la vie du personnage et les pensées qu'il mettait en place pour pouvoir mieux régner, permettent toi de pouvoir avoir un regard différent quand tu as perdu ta femme, que sur 13 enfants, tu en as perdu 7, que tu as perdu tes meilleurs amis. Enfin, si tu veux, c'est des choses qu'on vit tous, un peu dans notre vie de tous les jours. Le deuil, la mort, on est confronté à ces questions-là. Pas autant, j'espère. Pas autant, évidemment. C'est plus pareil qu'à l'époque, évidemment. Mais ça, c'est des questions importantes que tout le monde se pose à un moment donné. Ouais. En dehors de la vie après la mort, surtout comment accepter la mort. Et Marc Aurèle, moi, m'aidait beaucoup là-dedans, m'a beaucoup aidé là-dedans. Et donc, est-ce que tu as un souvenir, je sais pas si c'était ton premier livre, mais tu as un souvenir de ton premier livre, si c'était celui-là ou un autre? Celui-là, ça serait vraiment... Ça, c'était vraiment le livre qui m'a fait, on va dire, mieux accepter l'aspect un peu tragique de l'existence. Me dire que je vivais dans un monde qui correspondra de façon jamais à ce que j'attends de lui. Et que tant qu'à faire, comment je fais pour pouvoir vivre là-dedans, les stoïciens m'ont permis en fait de pouvoir me solidifier par rapport à ça. Puis plus j'ai vieilli, moi je suis resté stoïcien et plus je devenais épicurien. Ouais, bien sûr. C'est quoi la différence globalement entre un épicurien et un stoïcien? Le stoïcien trouve le bonheur dans la maîtrise de soi. C'est-à-dire que la restriction, l'impassabilité, l'apatheia, c'est ce qu'appellent les Grecs appellent ça l'apatheia. L'impassabilité, c'est l'endroit où se loge, c'est une certaine forme de vertu, et c'est l'endroit où se loge une certaine forme de beauté, et de ce fait, par extension, de bonheur. Pour les épicuriens, il n'y a pas une soustraction du désir. C'est-à-dire que pour les stoïciens, on soustrait le désir. Être heureux, c'est supprimer le désir, c'est ne plus désirer. Pour les stoïciens, pour les épicuriens, c'est pas ne plus désirer, mais c'est désirer des choses qui sont naturelles et nécessaires, et ne pas désirer le reste. Comme avoir un enfant? Comme par exemple, manger convenablement, manger à sa faim, ça c'est épicurien, mais sans être dans l'excès. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs avec les épicuriens. On dit « Ah ouais, toi, quand tu te goinfres, c'est que t'es un épicurien. » Non, l'épicurien, c'est pas du tout ça. C'est manger ce qui est naturel et nécessaire, ce dont j'ai réellement besoin, sans aller chercher des choses qui représentent peut-être la luxure, qui représentent l'excès. Tu vois, ça, c'est pas du tout être épicurien. Donc, il n'y a pas de soustraction du désir, mais il y a le fait de se dire on est des animaux qui désirons. Alors, allons-y, go. Voilà, exactement. T'as quand même une force à un peu vulgariser ce qu'est la lecture. Pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux? Voici 3 livres à lire cet été. Voilà, je vous donne 3 livres à lire pour que vous preniez beaucoup de plaisir, c'est aller sur la plage. Déjà pour retenir, en fait à la base c'est pas du tout parti dans une optique de développer mes réseaux sociaux. J'ai commencé il y a des années et je me suis dit ok, je suis autodidacte, je m'intéresse à de la philo et je partais du principe que si j'arrivais à prendre des concepts compliqués, à les vulgariser sans en perdre la profondeur, à passer le concept plutôt que vulgariser, plutôt à le passer, ça me permettait ça voulait dire que moi je l'avais bien compris et que du coup je pouvais bien l'expliquer. Ce qui fait que j'ai fait cet entraînement-là sur les réseaux en me disant si les gens arrivent à comprendre de manière simple un concept qui est plus ou moins compliqué, c'est que je l'ai bien compris. Tu vois, ça permet pour moi de développer ma mémoire en fait. À la base, je suis parti sur ce principe-là. Puis super rapidement, ça a super bien marché.
Et j'ai dit ok, bon, continuons. Et puis après, j'ai guidé les gens vers des lectures, vers le domaine littéraire, essayer d'agrandir un petit peu plus et de les rediriger vers quelque chose d'assez élitiste, qui pourrait être perçu comme élitiste, comme Marguerite Yourcenar, Flaubert, tu vois, des œuvres Romain Gary, des œuvres qui, au premier abord, se disent « Ouh là là, c'est des classiques qu'on a vus à l'école. » Ouais, ou alors tu te la pètes grave. Et en fait, montrer en quoi est-ce que ces œuvres-là sont universelles, parlent de nous aujourd'hui, et qui, peut-être de temps en temps, demandent un effort, mais qui est récompensé sur du long terme. Ok. Ouais. Tu te rappelles de la première vidéo qui t'a fait percer? Oh là là, première vidéo qui m'a fait percer, mec. Ouais, moi, pas celle sur Dostoïevski. Dostoïevski, si celle-là, elle avait bien marché, j'avais fait un truc. Au hasard total, mais je l'ai pas. C'est vrai? Ouais. Il existe des livres qui, lorsque vous les lisez, à la fin de la lecture, votre vie ne sera plus jamais la même. Elle sera complètement transformée. Et c'est le cas de ce magnifique ouvrage, Crime et Châtiment, de Fyodor Dostoïevski. Incroyable. T'as jamais vu cette vidéo? T'as dit ça au hasard? Exactement. C'est trop fort. Mais ça fait bien en société de citer du Dostoïevski. Tu le dis très mal, par contre. Si, je sais. Je m'en rends compte quand je l'ai dit. Dostoïevski est un homme qui m'a fait perdre la foi. Ah ouais? Ouais. Carrément. Ouais, c'est énorme, hein. J'ai perdu la foi à la suite d'une lecture de Dostoïevski. Donc on peut perdre la foi en le disant à bouillir. Mec, on peut perdre la... Alors attention, là je parle de moi. Moi j'ai perdu la foi en lisant un bouquin parce que j'ai découvert quelque chose qui était pour moi extrêmement inconnu, qui était pour moi quelque chose d'impossible. Et deuxième chose, c'est que j'étais rentré dans un milieu au niveau de la croyance qui était très sectaire. Moi j'ai failli rentrer dans une secte, c'est quelque chose de très sectaire. Ah ouais? Ouais, très extrême. Bah, raconte-nous. Il y a des choses à te raconter. Bah tu m'étonnes, attends, là tu ouf, je suis rentré dans une secte, j'en ai pas l'habitude. En fait, si tu veux, il y a des années de ça, à la suite de cette grande dépression dont je parlais tout à l'heure, je me suis énormément intéressé à la spiritualité. Donc au domaine spirituel, au monde, en dehors du monde dans lequel on est, ce que Nietzsche appelle les arrière-mondes. Et donc, j'ai rencontré un homme à ce moment-là qui avait vécu une expérience de mort imminente, donc qui était mort et revenu à la vie. On pense souvent que les gens qui croient en des choses absolument incroyables, absolument farfelus, sont des gens qui sont idiots. C'est une grosse erreur. Ce qui détermine le fait qu'une personne va être amenée à avoir des croyances extrêmement extrêmes, c'est pas sa capacité intellectuelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des avocats, qui ont fait d'énormes études et qui croient en des choses absolument dingues. C'est ce que Gérald Bronner appelle le temps de cerveau disponible. Le temps de cerveau disponible, c'est comment est-ce que tu vas nourrir ton cerveau d'informations pendant le temps où tu ne travailles pas. C'est pour ça que le facteur principal est plus le chômage que la débilité. Les gens qui ont beaucoup de temps ont beaucoup plus de facilité à ingérer de l'information qui peuvent les pousser vers des extrêmes. D'accord ? Et donc, ce truc-là, ce processus-là, c'est dans celui-ci dans lequel je suis rentré, lorsque moi j'ai cru, à un moment donné, dans ma vie, dis-toi bien, qu'on pouvait modifier la météo par la pensée. Mais toi? Ouais, moi j'ai cru ça. Non, mais toi, toi, tu peux modifier la météo par ta pensée. Ouais. J'ai cru. Mais la météo de tout le monde? Ouais, c'est pratique pour le réchauffement climatique. Oui, mais... On sait très bien que l'humain n'a pas de capacité psychique qui coïncide directement avec la météo. C'est comme si je te dis, je sais pas moi, parce que tu clignes des yeux, tu vas réussir à allumer une bougie en Thaïlande. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Parce qu'avant que la pomme tombe, le mec pensait pas qu'il y avait... En fait, personne pensait qu'il y avait de la gravité, tu vois. Oui. En fait, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, on contrôle la météo. Oui, mais la gravité n'est pas produite par l'humain. La gravité, c'est un processus qui se calcule. Et surtout que la gravité de Newton. Surtout que la gravité de Newton, c'est pas la gravité d'Einstein. Ouais, tu vois, c'est le problème de parler avec des mecs trop intelligents, c'est con. Non. Mais beaucoup de choses te passionnent? Ouais, beaucoup de choses me passionnent dans le domaine de la connaissance. La science, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la littérature, mais il y a plein de choses que je connais pas. Tu me parles de comment on répare un joint de culasse, mec, je suis complètement largué. Il y a plein de trucs sur lesquels je n'ai absolument pas de connaissance. C'est juste que là, on parle d'un sujet que j'aime, quoi. Ouais. C'est pour ça. Tu connais l'escalier de Derrida? Tu sais, c'est quand tu t'embrouilles avec quelqu'un et que tu rentres après, j'aurais dû lui dire ça. Ah oui. Ah, si je lui avais dit ça, je l'aurais tué. Ouais. Ah non, mais j'aurais trop dû dire ça. Ouais. C'est un peu le même processus. C'est-à-dire que j'ai dans l'expérience, je redescends après et après je me dis, ah ouais, là, c'était un peu limite, un peu sectaire. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner sur ces processus-là. Et puis, bizarrement, je tombe sur des informations sur lesquelles je n'étais jamais tombé auparavant. Parce qu'en fait, quand tu fais des recherches sur Internet, il faut savoir que les recherches les plus faciles à trouver sont souvent de la désinformation. Ah ouais? Ouais. Par exemple, regarde, tu as ce plateau-là. Imagine que tu as un enfant et qu'on remplace le burger par de la salade. Ok. Si tu proposes à un enfant de la salade avec des frites et que tu lui mets en face de lui, l'enfant va taper dans les frites et très peu dans la salade. Si tu lui présentes d'abord les frites et après la salade, l'enfant ne va pas du tout taper dans la salade. D'accord ? Et si tu lui présentes par la suite la salade d'abord et les frites après, l'enfant, on remarque qu'il tapera un petit peu dans la salade, mais après il ira quand même aux frites.
Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce qu'en fait, ça, c'est exactement le même processus avec l'information sur les réseaux. La plus facile d'accès, la plus agréable, celle qu'on a envie de manger, c'est la désinformation. Ok, parce que c'est le buzz. La véritable information, elle est beaucoup plus difficile à trouver. C'est pour ça qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Brandolini, qui dit que une information qui se crée demande 10 fois moins de temps que de réussir à, en gros, débunker cette même information. Par exemple, là, on est en train de discuter, je vais dire une connerie, ça va me durer 2 secondes à dire une connerie. Par contre, quelqu'un qui va vouloir débunker ce que je viens de dire, ça va lui mettre 1 heure. Il va prendre 1 heure. Parce qu'il va falloir qu'il aille chercher dans les détails. Ouais, il va faire 15 fois moins de vues aussi. Et exactement. On dit souvent que la philo, c'est penser par soi-même. Moi, je pense que c'est surtout penser contre soi-même. Surtout ne pas se faire confiance. Là où les gens vont te dire, écoute ton intuition, moi, je vais te dire, surtout ne l'écoute pas, ne lui fais pas confiance, fais tes recherches, et peut-être que ça validera ton intuition. Mais comment tu fais des recherches partiales, du coup? Toujours aller chercher à l'opposé de ce que je pense. C'est-à-dire que, par exemple, si moi j'ai une grande idée où je me dis, dans telle religion, ça fonctionne de telle manière, j'étais très critique envers les religions, sans connaître les religions. Mais j'étais très critique, tu vois, à la suite de cette perte de foi spirituelle. J'étais très critique. Et donc, quand j'ai commencé à lire la Bible, la Torah et le Coran, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs avec lesquels j'étais d'accord, tu vois. Et donc, je m'attaquais à quelque chose, mais c'était plus à une idée qu'à la chose elle-même. Tu penses qu'il faut croire en quelque chose? Je pense qu'on ne peut pas ne pas croire en quelque chose. On est obligé, on croit tous en tout. Tu crois que... On croit en tout, quoi. Tu vois, tout peut être une certaine forme de croyance. Même un savoir peut être un ensemble de croyances, en réalité, tu vois. Donc, c'est un grand dilemme philosophique, la question à laquelle tu... Ouais. C'est croire ou savoir. Mais qui te dit que savoir, c'est pas un ensemble de croyances? Tu vois, par exemple, on dit « je sais que la Terre est ronde », mais parce que tu crois des scientifiques qui ont fait des recherches, qui ont prouvé, pas prouvé, mais qui ont réfuté le fait qu'elle soit plate. Tu vois. Et donc, Dostoïevski avait cette capacité à créer des personnages qui allaient à l'encontre de ses propres idées. D'où l'esprit critique, en fait. Tout se relie par rapport à ça. Mais d'où l'esprit critique, parce qu'il écrit un bouquin qui s'appelle Les Frères Karamazov. Et dans Les Frères Karamazov, il y a une discussion entre 2 frères. Un qui s'appelle Alyosha et l'autre qui s'appelle Ivan. Alyosha, c'est celui le très spirituel, celui qui veut rentrer dans un monastère et qui rentre dans quelque chose de très spirituel. Qui dit non, il existe du mal. La question c'est, si Dieu existe, pourquoi le mal, tu vois? Et lui dit non, il existe du mal pour un plus grand bien. C'est un mal qui te dirige vers un plus grand bien. Et Ivan Karamazov, qui est son frère, qui est lui athée convaincu, va dire mais comment tu m'expliques? Et il donne une suite d'exemples que des enfants meurent torturés. Il donne plein d'exemples horribles sur les enfants, qui sont des innocents, les enfants, parce qu'en fait, les enfants, c'est perçu comme des innocents, tu vois. Ils n'ont pas de péché, ils ont pas de péché, les enfants. Qui sont torturés, massacrés, violés, tout ce que tu... Horrible. Et donc, il y a un dilemme qui rentre en jeu. Et c'est là que moi, ça m'a changé un peu ma life. C'est quand il a dit, quand Ivan Karamazov dit à son frère, un Dieu qui tue des innocents, moi, je lui rends mon billet. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, je ne veux pas y croire. Il dit, s'il existe, qu'il existe, mais moi, j'en veux pas. J'en veux pas d'un Dieu qui tue des innocents. Et c'est pour ça que c'est très fort, parce que c'est pas l'idée de dire, moi, j'y crois pas, mais c'est l'idée de dire, ok, s'il existe, c'est un sacré enfoiré, tu vois, en gros, pour te le simplifier. Mais l'idée de, je rends mon billet à Dieu, pour moi, elle était ultra symbolique, parce qu'en fait, quand je parlais de ma croyance, c'est pas que je n'y croyais plus, parce que j'ai toujours ce sentiment d'incertitude, on ne sait pas, en fait, réellement. Moi, je suis plutôt agnostique, tu vois, je sais pas. Mais l'idée de je rends mon billet à un Dieu qui laisse mourir des enfants de manière très tragique et féroce me plaisait beaucoup et était pour moi l'élément déclencheur d'après des recherches vraiment beaucoup plus profondes qui m'ont fait perdre totalement mes croyances. Quitte à devenir moi aussi extrême un peu de l'autre côté de temps en temps. Voilà. C'est une réponse très très longue. Hein. Non, mais c'est... Ça fait 1 heure de réponse, quoi. Comment ne pas remettre en question la vie, là, en fait. Il y a un lien entre ton amour pour la lecture et ce trop-plein de tatouages? Non, la lecture est arrivée après le tatouage. Ah ouais? Ouais. Pourquoi les tatouages? Pourquoi les tatouages? Déjà parce que je pense que beaucoup de névroses, c'est-à-dire que j'avais envie de... J'étais dans une famille où mon père était docteur, ma mère était infirmière. Tu as envie de casser les codes? Ouais. J'étais en rébellion contre eux pendant des années et je pense que le premier facteur a été de dire en gros, je suis quelqu'un de libre. J'ai toujours défendu la liberté, tu vois. Je suis quelqu'un de libre, donc en fait, un peu de rébellion. Ouais. Et le deuxième aspect, après, a été artistique, parce que j'avais besoin d'inscrire sur mon corps ce que je vivais dans ma vie. Donc tout a plus ou moins une signification, et des fois, des choses ont des significations qui arrivent plus tard. Et ça, c'est drôle, en fait. Ah ouais? Ouais. Tu tatoues et tu sais pas pourquoi? Je me tatoue un truc
qui a pour moi une signification directe, mais qui n'est pas si importante que ça, qui prend une signification beaucoup plus grande plus tard. Par exemple, le 13 que j'ai en dessous de l'œil, j'ai fait parce que j'étais le 13 août. Donc tu vois, pas obligé de se tatouer là, un 13, alors que c'est le 13 août, bon d'accord, c'est facile. Et en fait, mon meilleur ami est né le 13 décembre. Et ça a pris une dimension énorme lorsque ce tatouage ne signifiait pas vraiment grand-chose pour moi, n'était pas si important, lorsque mon meilleur ami est décédé à l'âge de 43 ans, et qui était né le 13 décembre, et que je lui avais fait le même tatouage sur lui, parce que moi j'étais tatoueur, je lui ai fait le même tatouage sur lui que moi j'avais à côté de l'œil. Et donc ça a pris une signification de suite beaucoup plus grande, mais plus tard, dès qu'il y a eu son décès, où là je me suis dit ok, c'est le parfait endroit de cet âge-là par rapport à l'amour que j'avais pour le parrain, c'était le parrain de ma fille, tu vois. Donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup plus d'ampleur, et parfois c'est souvent comme ça. Ah ouais? Combien de tatouages au total? Un très grand, je dirais. Ah oui. Je sais pas, non, je pourrais même pas te dire combien j'en ai, non. Quelle place ta fille a dans ta vie? Parce que ça a dû te chambouler un peu tout, philosophiquement parlant. Ouais, bien sûr. Bah, ma fille a une place centrale. Déjà, il faut réussir à la faire tenir en vie le plus longtemps possible. Ça, c'est le plus important. C'est pas le plus facile. Parce que quand nous, les hommes, on se rend... Alors moi, je dis nous, les hommes, alors, comme si j'étais guise d'exemple, tu sais. Mais en tout cas, moi, quand ma fille est arrivée, qu'on a sorti la fille du ventre de sa mère et qu'on l'a posée sur le torse, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était un humain. Je me dis, comment on s'occupe d'un humain? Ah ouais, tu t'étais pas demandé avant? Non, en fait, on se rend pas vraiment compte. C'est dans le ventre de la femme. Je pense que la femme est largement en avance sur nous, quoi. Mais t'as pas lu, étant donné que... Ça sert à rien. Moi, je trouve que tu vas lire plein de trucs qui vont t'expliquer plein de trucs différents. J'ai vu plein de... Comment est-ce qu'elle s'appelle? De sages-femmes. Qui m'ont expliqué plein de trucs différents sur les enfants. Faut faire ceci, faut faire... C'est toujours différent. Ouais. Tout le monde te dit, tu vas voir, à 3 ans, ça va être comme ça. Après, ça va être comme ci. Après, il va faire ceci. Oh là là, tu devrais pas faire cela. C'est toujours différent, mec. Tu fais comme tu peux. Tu fais comme tu peux et ce que toi, t'estimes être le mieux. Tu sais que tu feras des erreurs. Je sais que je l'élèverai pas et que, aussi bien que je le veux, je sais qu'elle aura sûrement des traumatismes. Je sais qu'il y a des trucs que je vais louper. Je sais que, en même temps, je fais comme je peux. Et tu penses que c'était mieux d'être papa jeune comme tu l'as été parce que t'as été papa à 26? Ouais. Plus peut-être papa de... Franchement, je sais pas. J'ai pas de point de comparaison. Moi, en tout cas, ça me convient très bien dans ma vie. Ma petite c'est un amour. Enfin, moi, je l'aime énormément, donc j'ai pas. Après, quand t'as un enfant, mec, t'as plus besoin de rien dans la vie, quoi. Enfin, tu vois, c'est magnifique. Ce qui fait que, non, je suis... T'as pas dû stopper les réseaux? Non, j'ai toujours gardé un rythme. Moi, Ah ouais? Moi, je suis super bien organisé. J'ai une super bien organisé? Ouais, je suis super bien organisé. Bah, je fais tous les lundis. Tous les lundis, je tourne mes vidéos le matin. L'après-midi, je fais les montages. Et t'as ton contenu pour la semaine en une journée? J'ai mon contenu pour la semaine. Putain. Je suis ultra... Parce qu'en fait, toute la semaine, j'ai plein d'idées. Je me note tout sur un doc. Ce qui fait que quand j'ai toutes mes idées, ben, j'ai juste à ouvrir mon document le matin. Je dis, ah ouais, j'ai toutes ces idées-là. Je commence, première idée, je fais une vidéo là-dessus. Et moi, mon kiff serait vraiment d'avoir une émission de radio axée vraiment littérature, mais quelque chose d'un peu plus jeune. Et qui serait vraiment Deep Ouais, deep, avec des avis qui soient très divergents. On est très peu souvent d'accord. Et on analyse des œuvres, on parle de pourquoi est-ce que ça parle de nous aujourd'hui, tel truc, l'importance, enfin tout ce qui gravite autour de la littérature, que ce soit et des classiques et des contemporains, et les mettre en rapport avec une société d'aujourd'hui, et de pouvoir montrer aux jeunes que... je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'identification. Ouais. Et moi, je n'étais pas prédestiné à faire du tout ce que je fais. Ce qui fait que quand je discute avec les jeunes et qu'on parle justement de littérature et tout de suite, je leur dis, moi, j'interviens beaucoup dans les écoles, même dans des universités et tout. Je leur dis, les gars, vous avez vu ma tronche. Moi, je n'étais pas du tout fait pour m'intéresser à Balzac, à Flaubert, m'intéresser à Garcia Marquez et d'autres, tu vois. Pourtant, je m'y intéresse, voilà pourquoi. Ouais, ok. Et en fait, je leur crée, tu sais... Je pense, moi je suis très spinoziste, c'est-à-dire que je pense que le désir est le moteur. Et Spinoza dit un truc intéressant, il dit c'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, mais c'est parce qu'on la désire qu'elle devient bonne. En gros, c'est pas parce que l'hamburger est bon que je désire, c'est parce que je le désire qu'il devient bon. Si t'as pas envie de burger, quand tu vas croquer dedans, tu vas dire ouais mais j'avais pas trop envie de burger. Alors que quand t'as envie de burger, tu te dis ah il est trop bon le burger, tu vois. Ok, je capte. Donc en gros c'est le désir comme moteur. Et ils vont kiffer lire s'ils kiffent, s'ils désirent lire. Mais comment est-ce que tu fais pour créer le désir chez les jeunes? T'inspires. Exact. T'es doué, hein. Bah ouais, c'est ma thèse. C'est vrai? Bah non, pas du tout. J'ai pas fait une thèse. Je me gueule à faire des thèses. Et Chris, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces formations à 650 € sur la lecture rapide? Toi qui es là-dedans. Ah, c'est un enfer pour moi, la lecture rapide. Ah ouais? Ouais, c'est un enfer. Déjà, je me suis renseigné sur la lecture rapide. Il y a un YouTuber que j'adore, tiens, qui s'appelle G. Milgram, que tu connais peut-être.
qui fait beaucoup de debunk sur tout le bullshit qu'on peut rencontrer. Et qui a fait un super vidéo sur la lecture. Je l'ai vu après avoir acheté la formation sur la lecture, évidemment. Salut tout le monde. Alors non, ces petites caresses ne sont pas des préliminaires de bibliothécaire. Ce que vous voyez là, c'est de la lecture rapide. T'as perdu 650 € et du temps. Un peu moins, mais... En promo, mais... Et donc, quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a vraiment fait un... Je me suis dit, ah ouais, il a bien recherché le truc. J'ai fait moi aussi mes recherches de mon côté, effectivement. Aujourd'hui, les études montrent que lire rapidement n'aide pas du tout pour la mémoire. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que tout est vendu à l'opposé. C'est-à-dire que plus tu te disent, la science montre que tu peux lire un bouquin en 3 minutes 50. À partir du moment où quelqu'un te dit la science montre, c'est qu'il a rien compris la science. Parce que la science ne montre rien du tout. La science, elle réfute. C'est l'objectif de la science. C'est-à-dire que la science... Ah ouais, ça, je sais pas. La science ne prouve pas. Pourquoi ? Non pas qu'on soit sur une objectivité absolue, parce que ça, je pense que c'est un idéal, mais que le but, c'est d'avoir une théorie, d'avoir une idée, d'en faire une théorie, et la théorie, de la mettre, de la challenger, grosso modo, pour dire simplement, et de voir ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fait qu'une étude scientifique, elle se crée avec de la réfutation. C'est-à-dire qu'on essaye, on met notre théorie en jeu sous plein d'angles différents, et on est capable de réfuter ce qui ne marche pas. Ce qui fait que on sait ce qui ne fonctionne pas. On sait que ça fonctionne pas parce qu'on l'a testé. Par contre, on arrive à un résultat final. Ce résultat final, le consensus scientifique se met d'accord pour dire que on est d'accord pour dire qu'on le prend sur une base de savoir, comme je disais tout à l'heure. Et donc, accélérer aussi la lecture, alors que le principe de la lecture, c'est en lui-même de prendre du temps, c'est extrêmement paradoxal et surtout que ça n'a absolument aucun sens. Sauf peut-être pour ceux qui sont des étudiants, qui ont envie de faire des études, qui veulent lire en diagonale pour aller chercher de l'information ou autre, sur des études scientifiques, pour aller faire des recherches particulières, ça je dis pas. Mais sur certains ouvrages, sur les livres en général, ça ne va pas te faire développer la mémoire. C'est-à-dire qu'on te dit, lire plus rapidement te permet d'être plus performant au niveau de ta mémoire, c'est-à-dire d'avoir une meilleure mémoire, parce que ton cerveau, alors déjà quand on dit que c'est pas ton œil, mais quand on dit que c'est ton cerveau, on a compris, ton cerveau va sélectionner les informations importantes et pouvoir les emmagasiner, grosso modo. Ce qui est absolument faux, on le sait très bien. Je te pose les 2 questions traditionnelles. Allez. Quel est, ton livre préféré ? Ok. En un mot ? En un mot. C'est horrible comme question, c'est horrible. Tu peux en citer 20 maximum. Tu sais quoi, je vais mettre à l'honneur de la littérature sud-américaine, parce qu'on n'en parle pas assez. Moi, je suis profondément passionné. J'aime évidemment Chronique d'une mort annoncée de Gabriel García Márquez. Évidemment. Voilà. Un livre que j'affectionne particulièrement. Et une femme qu'on entend très peu parler, qui n'est plus éditée aujourd'hui. C'est une femme absolument remarquable, qui s'appelle Elena Garro, qui a écrit un livre qui s'appelle Los Recuerdos del Porvenir, donc les souvenirs. Cet accent qui me transporte. Là, je me t'as vu, c'est le guacamole. C'est le guacamole, là, ça a fait l'effet direct. Qui s'appelle Les souvenirs de l'avenir. Mais en français, je crois que c'est La maîtresse d'Ixtepec, le titre du livre. Et franchement, c'est 2 livres à lire au moins dans une vie, parce que c'est 2 histoires particulières, des styles qui sont différents et une culture qui ne nous appartient pas et qui nous fait voyager et réfléchir sur notre existence. Ok. Et le livre que tu conseillerais autre que ces 2-là, que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se mettre à la lecture mais qui n'a jamais lu ? Moi, j'en cite 2. Évidemment, L'étranger de Camus. C'est un livre, je pense, qui intéresse pas mal de monde. Et un deuxième qui est un peu plus dur, qui s'appelle Anima de Wajdi Mouawad, qui est un peu moins évident à la lecture. Mais l'histoire est tellement prenante, c'est tellement original, parce qu'on suit le parcours d'un personnage à travers les yeux des animaux qu'il rencontre tout au long de son parcours. Donc tu vois, c'est les animaux qui racontent ce que l'homme est en train de vivre. Alors, as-tu bien aimé ce beef and guacamole burger ? Génial, Chris. Trop bon. T'a-t-il rappelé Garcia le Mexique / l'avocat ? Ouais, franchement, trop bon, mec. Ça change tout de mettre du guacamole à l'intérieur, ça donne de la texture. Évidemment, vous retrouvez le beef and guacamole burger dans tous les bichefs de France en édition limitée, donc précipitez-vous dessus. Une petite phrase philosophique pour finir ? Manger des burgers.